qui est directeur de la médiation culturelle pour la structure Somme Patrimoine, qui administre 3 sites, le parc archéologique de Samara, le centre de recherche archéologique de la Somme et la citadelle de Douan, pardon. C'est presque un flic. Tout à fait. Donc Romain était chef de projet en développement territorial et président de l'association organisatrice du festival Atrevasia, qui a réuni pas moins de 25 000 personnes en 2003 à Arras. Voilà, je laisse la parole à Romain. Merci beaucoup. Très heureux, pour être tout à fait sincère, d'être parmi vous et de pouvoir porter une voix presque un peu opérationnelle, finalement, de toute la densité réflexive que l'on a sentie ce matin. Moi, je suis très à l'aise aujourd'hui parce que je vous parle en tant qu'agrégé de Forge Gauloise et de médiation culturelle. Donc, ma réflexion est plutôt celle, finalement, d'échanger avec vous d'un parcours, d'une opportunité et du lien, finalement, entre un homme, son œuvre, les inspirations, en tout ou partie, de son œuvre, et un territoire. Ça a été dit, moi je suis avant tout développeur territorial, et donc ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, accessoirement, les sujets qui me font vibrer à titre personnel peuvent aussi représenter des opportunités de développement pour des territoires, pour des sites, et en l'occurrence notamment des sites patrimoniaux et de la médiation patrimoniale et archéologique. Je bosse donc pour une structure qui s'appelle Somme Patrimoine, par bien son nom, vous voyez à peu près à quoi je m'attaque comme sujet. L'objectif de cette structure, qui est un établissement public de coopération culturelle, est d'administrer les 3 sites qui ont été cités, mais également, bien sûr, de faire du lien, de tisser une cohérence territoriale au service du développement de la Somme, au service de son développement touristique, au service de son rayonnement, et là c'est plutôt une Madeleine de Proust personnelle, au service du symbole que les sujets que nous pouvons apporter, que nous pouvons aborder, impliquent dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la citadelle de Doulan, on a pendant très longtemps enfermé des femmes au premier titre pour lesquelles elles étaient des femmes. Il y a une histoire à raconter. L'évolution préhistorique que l'on enseigne aux enfants dans le parc archéologique de Samara, il est synonyme de diversité. Forcément, sinon ça n'aurait pas marché. Bon, ben voilà aussi un autre sujet. Et un jour, que je me baladais dans ce contexte-là, c'est pas une illustration super haute définition de John Ho d'un monument perdu du royaume d'Anor, c'est la citadelle de Doulan. Je me suis dit, connaissant un peu, ayant lu John Garth, connaissant l'itinéraire de Tolkien dans la Somme, ça m'a évoqué quelque chose. Voilà. Ce pont ensauvagé m'a vraiment donné cette dimension d'imaginaire, cette dimension presque de mystique et d'histoire à raconter. Ça tombe bien parce que c'est précisément ce qu'on fait à la citadelle de Doulan. C'est un site qui a été fondé en 1522 par François Ier, la première citadelle de France, tout simplement une nouvelle architecture militaire qui répondait à une nouvelle manière de faire la guerre parce qu'on avait entre-temps inventé l'artillerie. Bon. Cette citadelle-là, elle a une grande histoire, elle a une histoire d'enfermement, elle a de fortes résonances avec les 2 guerres mondiales, la première en particulier, c'était un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, très proche du front de Somme, très proche du front de l'Artois, dont on sait qu'elles ont été des batailles déterminantes dans l'histoire du premier conflit mondial. Et finalement, cette ambiance très tolkienienne m'a marqué et m'a rapidement évoqué le passage de l'homme dans la Somme, et je me suis dit, tiens non, il y a probablement du lien à faire, et ce lien, j'y réfléchis depuis quand même quelques temps, et puis je n'avais jamais eu l'occasion de le théoriser un peu, de le partager surtout. C'est donc avec cette idée et ce volontarisme que j'espère que vous analyserez comme sympathique, que j'ai décidé de déposer ma candidature, et elle a été acceptée. Et vraiment, je vous en remercie parce que ça me permet de porter une voix qui est complémentaire, et je pense que c'est justement dans cette diversité de réflexion que ce colloque prend tout son sens. C'est vraiment un régal depuis ce matin. Donc revenir rapidement sur les objectifs de cette présentation, s'interroger si Tolkien est effectivement un oublié de la Grande Guerre ou pas. Bon, spoiler alerte, moi j'estime que un peu, même si on a cette Bible
magnifique et majeur, lu par 147 personnes en France. Quelques premiers résultats, parce que l'objectif était bien évidemment d'étayer finalement, et de vous présenter et de recevoir aussi vos réflexions, vos analyses, vos avis sur l'opportunité ou pas de la patrimonialisation de l'itinéraire militaire du bonhomme. Donc je l'ai dit, Tolkien et la Grande Guerre, c'est pas un sujet révolutionnaire, c'est pas un sujet particulièrement innovant. Ce qui devait être écrit a été écrit. On a très largement de quoi, y compris avec cette traduction, avec le travail de Vivien sur notamment le TCBS dans la Grande Guerre, largement de quoi avoir les analyses suffisantes quand on souhaite avoir une idée du parcours militaire de la biographie, de la dimension militaire de la biographie de Tolkien. Cependant, moi j'y ai vu justement en tant que développeur territorial une belle opportunité de réussir finalement à compléter, de mon point de vue, du point de vue du développeur territorial engagé sur le sujet du patrimoine et de la valorisation patrimoniale samarienne, une opportunité de dire est-ce qu'on peut documenter un peu plus localement, à l'échelle du territoire qui est concerné, plutôt que de dire il est passé à Bouzincourt, il est passé à la Boisselle, il est passé au Hamel. Bon, ok, super. Mais ça veut dire quoi, passer à Bouzincourt, à la Boisselle et au Hamel? Et donc je viens tester avec vous cette modeste idée. Premier élément, évidemment, Tolkien et la Grande Guerre, quelques rappels excessivement rapides, c'est un itinéraire qui est documenté. On télécharge en 3 clics le carnet de marche du 11e Lancashire auquel il appartenait. Ça se documente très très facilement. Moi je les ai analysés un peu, j'ai analysé un peu ce parcours en 4 grandes étapes. Finalement, le sujet de l'engagement, l'entraînement militaire qu'il suit du côté de l'Angleterre pour ne pas abandonner ses études, mais en même temps ne pas donner la sensation de ne pas s'engager et de se tenir à distance de l'effort de guerre qui, pour rappel, chez les Tomises, était un engagement volontaire. Avec cependant toute une pression sociale et sociétale de celui qui ne se serait pas engagé, quand bien même il avait le droit de le faire. Bon, et donc tout ça est un périple progressif qui dure plusieurs mois, jusqu'au mois de juin 1916, où effectivement on sentait un petit peu que ça allait arriver, il se marie quelques semaines plus tôt, avec le départ à Étaples, les derniers entraînements dans le camp 25 d'Étaples, qui était vraiment la base arrière d'arrivée, la zone un peu de filtrage et d'accueil de l'ensemble des troupes qui venaient d'outre-Manche, et le fait de monter dans le train vers Amiens. Et c'est là que la grande catastrophe, mais qu'en même temps, la grande aventure commence, parce que le 1er juillet, 27 tonnes d'un réactif chimique explosent au petit matin, et ça fait 3 trous absolument gigantesques qui sont encore visibles aujourd'hui dans la Somme, du côté de Tchepval. Et le 1er juillet 1916, ces bombes explosent littéralement, emmenant dans le ciel des nuées qui ne sont pas ardentes, mais qui en tout cas marqueront les esprits, coûteront la vie à Gilson, qui est un des 4 membres majeurs du CBS, comme vous le savez. On raconte que l'artillerie, 3500 obus à la minute, était ressentie jusqu'en Angleterre le 1er juillet 1916. Donc c'est là effectivement où tout commence. Bon, il s'avère qu'on est documenté sur le fait que Tolkien n'est pas dans les régiments mobilisés, c'est seulement la moitié de son bataillon qui est mobilisé le 1er janvier, lui n'est pas directement au combat, il ira très vite ensuite, et il va tourner justement dans la Somme, notamment dans ce qu'on appelle la vallée de l'Ancre. Bon, c'est une petite réalité géographique samarienne, mais il va comme ça passer sur Bouzincourt, sur Auvillers-la-Boisselle, sur Beaumont, mais sur Tchempal, sur Colincan. Bon, à Créteil, ça ne dit pas forcément grand-chose à grand monde, et je peux bien le comprendre, c'est justement pour ça que je suis là, mesdames et messieurs. L'objectif, parce qu'en fait, dans ces petits villages aux noms anonymes, il s'est passé des choses qui sont déterminantes pour le parcours, pour la construction mentale, pour la construction narrative de Tolkien, et on se dit que c'est bien de le rappeler, et c'est bien aussi justement de le valoriser, c'est bien d'en parler. Je vous expliquerai pourquoi j'en suis persuadé. Et puis, et c'est là où ma citadelle elle rentre aussi un peu en jeu, c'est que la fin du parcours militaire de Tolkien dans la Somme, elle est à Doulan et dans ses alentours. Parce que c'est là en fait que ça se termine. On en parlera tout à l'heure,
mais on a vraiment la fin d'un parcours et d'un itinéraire militaire sur le front, parce que Tolkien n'est pas démobilisé une fois qu'il est soigné et qu'il est à peu près remis, même si ça ne remettra jamais vraiment. Mais en tout cas, c'est vraiment là que le désengagement militaire s'organise, se fait, et ça donne à ce territoire, finalement, une légitimité historique de fin dans le parcours militaire de Tolkien, mais aussi potentiellement, ce sera ma chute, je vous laisse spoiler un peu, de fin d'un itinéraire que l'on pourrait imaginer, d'un itinéraire de valorisation culturelle et patrimoniale que l'on pourrait imaginer. La bataille de la Somme, une influence majeure pour Tolkien, je pense que ce n'est pas nécessaire d'y passer beaucoup de temps. Évidemment, le personnage de Sam, inspiré par les ordonnances de l'officier Tolkien, qu'il considère comme étant très supérieur à lui-même par le service, par la volonté, par l'engagement, par finalement la bonté d'âme, ça il le souligne à de nombreuses reprises. Le choc qu'il ressent quant à la Boisselle, après justement ces immenses explosions, après le fait que la campagne ait été battue de vent, de pluie, que c'est un véritable, ce qu'on appelle dans le langage militaire, no man's land, ponctué de cratères, de boue, de morts en décomposition, plus ou moins avancées, de toutes les nationalités, un enchevêtrement de barbelés. Bon, le Mordor, on le sait tous, il est né là, le marais des morts. Quand Tolkien le décrit dans Le Seigneur des Anneaux, et quand on lit certains témoignages, notamment de Français à Verdun, on a du mal parfois à savoir quel est le texte. Et j'ai échangé avec un médiateur culturel du musée de la Grande Guerre de Meaux, qui s'est un petit peu mobilisé sur le sujet de Tolkien et la Grande Guerre pendant l'été, et il m'est témoigné justement du fait qu'il avait lu un extrait de la description du marais des morts pendant sa visite guidée sur les No Man's Land. Et que bien évidemment, après, il avait livré aux personnes qui étaient en train de l'écouter, qui étaient persuadées d'avoir entendu le témoignage d'un soldat. C'est quand même assez formidable. Les dragons de Tchèvval, ces créatures bardées de fer et de bronze. Alors, s'agit-il des dragons ou s'agit-il des Mark I que l'on a essayé à faire sur Brosselette en 1916 pour la première fois? Les Mark I, ce sont les tanks anglais qui furent appelés tanks citernes, justement pour essayer de noyer un peu le poisson. Il y a déjà du Churchill dans la touche là, et qui au début furent plutôt une invention toute relative en termes d'efficacité sur le champ de bataille, mais qui, avec le temps, avec l'amélioration, avec le Mark IV puis le Mark V, sont devenus des choses qui ont fait, avec finalement le fait de mêler l'appui aérien, l'artillerie et l'avancée finalement très technologique pour l'époque, ont sans doute contribué à faire basculer la guerre, et Tolkien était là aux premières heures en fait, de ces innovations technologiques-là qui l'ont profondément marqué. Alors bien évidemment, ils ont profondément marqué les Stoßtruppen qui étaient en face, qui ont vu les monstres arriver et écraser leurs tranchées, mais ils ont aussi, il ne faut pas le sous-estimer, marqué et impressionné les Alliés qui, pour certains, en tout cas pour les hommes du rang, pour les plus greats, n'étaient pas forcément informés, aguerris à cette innovation qui devait contribuer à faire basculer la guerre dans le camp des Alliés, et donc évidemment l'ont découvert parfois au même titre que ceux d'en face. De mon côté, c'est que les dragons d'acier étaient de leur côté à eux. Et puis, on le sait aussi, c'est documenté. Le second lait d'Aérendil est en partie écrit à Bouzincourt, est en partie écrit à Franqueville. Bon, ben, peut-être que Madame Michu à Franqueville, ça lui passe au-dessus, mais moi ça me fait plaisir. Et en tout cas, c'est sans doute, évidemment, quelque chose qui est à partager. Tout ça pour dire que Tolkien et la Grande Guerre, c'est quand même pas un sujet absolument révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Désolé de l'affront d'avoir rappelé un peu longuement tout ça. Moi, je me suis interrogé du fait. Je me suis dit, bon, je propose une communication qui va raconter qu'on a oublié Tolkien et que ce serait quand même bien d'inventer un truc patrimonial histoire de s'en souvenir. Mais est-ce qu'il est vraiment oublié? Bon, j'ai beaucoup de passion dans la vie, sans doute trop. Tolkien et la Première Guerre mondiale font partie de cette liste. Donc, j'ai beaucoup baroudé sur les sites de mémoire, sur les sites de front, sur les sites de valorisation patrimoniale, et puis, bon, aussi, même si depuis peut-être moins longtemps que certains d'entre nous, je lis et m'intéresse au parcours de Tolkien depuis bien longtemps. Donc, le lien entre les deux sujets m'a toujours semblé assez naturel. Et en fait, l'origine de cette communication et la joie qui est mienne de pouvoir professionnellement aujourd'hui m'appliquer à essayer de proposer un petit quelque chose sur le sujet,
ben, c'est qu'en 10 ans, je n'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet. C'est qu'à la Boisselle, ben, vous avez énormément d'informations, et il n'y a pas un moment où on parle de Tolkien. À Cheval, vous avez un grand centre d'interprétation qui est absolument incroyable, il n'y a pas un moment où on parle de Tolkien. Les seuls endroits, les seules choses, peut-être certaines autres m'ont échappé, mais en tout cas que j'ai pu retrouver à la fois dans mon parcours et dans mes recherches préparatoires à cette communication, c'est un panneau au musée d'Albert, avec finalement un peu les gloires étant passées en tant que soldat sur le front. Bon, alors on se souvient quand même. Une exposition consacrée absolument pas à Tolkien, mais au passage du roi George V à Étaples, venant visiter, venant saluer les troupes dans le camp d'entraînement, où on évoque sur un des panneaux de l'exposition, qui était une exposition au grand air sur le port d'Étaples, les auteurs ayant participé à la Première Guerre mondiale, parmi lesquels Tolkien. Je vous l'ai dit, l'action toute récente du musée de la Grande Guerre de Meaux, que j'ai rencontré pour échanger avec eux de la raison pour laquelle ils s'étaient mobilisés là-dessus, et que je vais vous expliquer, et qui est très récente, hein, pour le coup, c'était vraiment sur la programmation du musée pendant cet été. Donc moi, je me suis dit, ah, chouette, il s'intéresse. Et en fait, mais en même temps, c'est un peu la même raison qui m'a amené à faire ça, c'est tout simplement parce que un médiateur culturel de l'équipe du musée de la Grande Guerre de Meaux est parfaitement bercé dans Tolkien, et qu'il a fait une proposition à sa patronne qui a dit oui. Il n'y avait pas derrière une stratégie de valorisation territoriale particulière. De toute façon, un mot, on est un petit peu décentré du point de vue du parcours du gaillard. J'ai sorti des archives et de mes limbes mémorielles une exposition qui avait eu lieu à Compiègne en 2014. Alors elle mêlait un peu de matériel Première Guerre, bien sûr avec la clairière toute proche, et un peu d'informations sur l'itinéraire du soldat. J'ai également, grâce à quelques complicités, ressorti des choses qui, elles, en fait, finalement, n'ont pas été suivies d'effet. Une campagne de communication pour le shuttle, qui faisait, vous le voyez dans l'esthétique, hein, assez référence à la communauté, et comparait quelques grands monuments de la cosmogonie de Tolkien et le mémorial de Cheval, qui est le plus grand mémorial britannique d'Europe. Et une campagne marketing que j'ai eu l'occasion de farfouiller un petit peu, et qui justement, et là ça m'a intéressé, ça m'a remis à ma place aussi en me disant, bon, mon itinéraire Tolkien, finalement, c'est peut-être pas l'outil du siècle, parce que d'autres l'ont inventé avant moi, mais bon, ça, quand on fait un petit peu de recherche, c'est une habitude. Une campagne marketing qui a été pensée dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc un peu préalable à 2018, qui, vous le voyez, avec une esthétique assez chaleureuse, proposait le passage parmi 3 sites importants de l'itinéraire de Tolkien, et puis, bon, bien évidemment, surfer un petit peu sur cette action. L'une des choses, moi, qui me marque, c'est finalement la récurrence de cette image unique que l'on a de Tolkien en officier, et qui est reprise inlassablement, et qui témoigne un peu finalement du fait que tout ça, ça finit par sembler un peu sec quand on regarde du point de vue de la stratégie touristique. Donc si c'est un peu sec, on va essayer de le nourrir un peu. C'est là le but du jeu, des recherches et de la proposition que j'ai faite, c'est que en regardant le carnet de marche, j'ai essayé d'identifier des endroits où le régiment s'était arrêté suffisamment longtemps pour avoir le temps de s'entraîner, de faire les offices, etc. Et en même temps, pourquoi pas, de se laisser aller à un peu de tourisme. Et donc ça va peut-être vous étonner, cette phrase. Les soldats qui se laissent aller à un peu de tourisme. Mais en fait, il faut imaginer que la vie d'un soldat, c'est 80% à attendre et à faire les offices, et au maximum 20% sur le front à être effectivement en situation de combat, ou d'alerte pour le combat. Globalement, 20% dans les tranchées, 80% à l'arrière du front. Donc il faut les occuper, ces gaillards. Et il s'avère qu'en faisant des recherches, on a trouvé des endroits, des sites, toujours valorisés du point de vue patrimonial aujourd'hui, qui étaient des sites de tourisme pour les soldats. Ça, c'est quand même super intéressant. Parmi eux, la carrière souterraine de Naour. Un site capital, notamment pour les Australiens. On a plusieurs milliers de graffitis qui ont été inscrits
dans ce que l'on appelle en Picardie des muches. Alors en picard, se mucher, ça veut dire se cacher. Et en fait, les muches picardes, eh bien, ce sont des carrières souterraines qui ont été soit creusées spécifiquement, et c'est le cas de Naour, à dessein de se mucher, j'y viens, ou des carrières d'extraction ayant permis de construire les villes, les murailles, d'extraire la pierre du cœur de la terre, ensuite transformées en muches. Elles sont beaucoup plus rares. Spoiler alert, il y en a une à Bouzincourt. Ah, je utilisais des films moi aussi. Donc on a regardé la base de données avec les équipes de Naour, des bonnes âmes qui ont été dans tous les boyaux, dans toutes les muches, relever l'ensemble des graffitis et les ont mis dans un très précieux classeur Excel qui nous a permis de faire des croisements de données. Et donc on s'est mis au boulot pour chercher évidemment Tolkien, mais aussi pourquoi pas des membres proches, et notamment Smith et Gibson. Donc il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, à l'état actuel des recherches, a priori, il n'y est pas passé. On avait une hypothèse quand même un peu forte parce qu'il passe un peu de temps à Franqueville. Franqueville, c'est à quelques kilomètres, moins de 10 kilomètres de Naour, pendant une dizaine de jours. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et comme finalement le site de Naour, qui est donc un site de muche du XVe siècle, ensuite réutilisé comme abri souterrain et comme lieu de tourisme pour les soldats qui y ont laissé leur empreinte, il faut vraiment rentrer dans ces cathédrales souterraines complètement graffitées de noms, de numéros de matricule, de dessins, de symboles régimentaires, c'est parfaitement émouvant. On s'était dit, tiens, ma foi, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on est passé à côté? Est-ce qu'on a mal analysé la base de données? De toute façon, moi je le dis tout de suite, je ne cherchais pas pour trouver. C'est important ça, hein? Bon. J'analysais. Donc j'analysais cette situation. Les muches, quand même, pour y revenir très très rapidement, et vous voyez, en fait, je suis dans un colloque Tolkien, mais je suis en train de vous expliquer mon patrimoine régional. Ça veut dire que ça marche quand même plutôt pas mal, cette affaire-là. Bon. Les muches, eh bien, ce sont des carrières vraiment souterraines qui permettaient tout à la fois, et notamment en fait, pendant la guerre de 30 ans, c'est là où ça a démarré, au sens propre du terme, de se mucher quand vous aviez les Espagnols qui passaient par là et qui ravageaient tout sur leur passage, les Français qui repoussaient et qui refaisaient un peu pareil, les Suédois qui traînaient par là et qui, à l'occasion, aimaient bien faire un petit feu de camp. Bon, vous voyez un petit peu, l'idée était vraiment de pouvoir cacher la population dans des espaces souterrains méconnus de tous ceux qui étaient en train de faire la guerre là-haut, et de pouvoir y cacher non seulement les personnes, mais aussi les biens. Accessoirement, plus tard, ça a aussi permis de cacher du sel et d'éviter de payer la galette. Encore un peu plus tard, après que l'abbé d'Anicourt l'ait retrouvé et revalorisé et proposé en tant que site touristique à la fin du XIXe siècle, eh bien cet endroit a été utilisé comme refuge et comme site touristique pour notamment les Australiens, mais aussi énormément de Britanniques. On a des Indiens, on a des Africains du Sud, on a des Américains qui ont laissé leur empreinte. Mauvaise pioche, site néanmoins passionnant. Bon, la photo est claire, mauvaise pioche aussi, je ne vais pas faire de faux suspense. Mais pareil, Vignacourt. De la même manière, Tolkien et son régiment, le 11e Lancashire, sont positionnés très très proches de Vignacourt, avec finalement, d'une certaine manière, un modèle de site très similaire. Vignacourt, on y vient pour y laisser son empreinte aussi, on y vient dans une démarche touristique aussi, mais avec une autre forme de trace, la photographie. Et ça, c'est parfaitement incroyable comme endroit. Vous imaginez, un peu avant la Première Guerre mondiale, les époux-tuiliers investissent dans un appareil photo parfaitement innovant pour l'époque, celui qui permet de mettre les photos sur glace. Ils se font connaître, d'abord en photographiant les civils, puis en commençant à photographier des militaires, et puis ça devient une mode, ça devient une habitude, ça devient une merveilleuse occasion de se prendre en photo en action, pour ainsi dire aux yeux des familles, sur le front, et donc de pouvoir envoyer une image. Et on a des images, par exemple, comme ça, parfaitement émouvantes, de fratries qui réussissent à se réunir, se font prendre en photo, et l'envoient à leurs parents, et ça, tout ça, c'est documenté. Plus de 4500 photos qui ont été complètement oubliées. Elles ont été remisées dans le grenier de la grange de cette ferme dans laquelle des milliers de soldats sont passés. Et quand je vous dis des milliers de soldats, vous voyez un peu les images.
Vous avez des Indiens, vous avez des Chinois, puis vous avez des frangins qui disent We will soon be home. Ça marque, hein. Et donc cet endroit, finalement, il a une importance documentaire, il a une importance historique, il a une importance picturale qui est vraiment capitale. Et moi j'ai trouvé un super terrain de jeu, parce que sur ces 4500 photos, on a 1500 Britanniques non identifiés. Bon, je vous le donne en mille, je suis en train de regarder les photos. Jusque-là, et y compris avec un logiciel hyper abouti de reconnaissance faciale, on n'a pas trouvé, sans doute qu'on ne trouvera pas, mais à la limite, j'ai presque envie de dire qu'importe. Rien que cette petite légende du fait que l'auteur du Seigneur des Anneaux ait peut-être pu venir se faire photographier à Vignacourt, moi ça me permet de parler de Vignacourt et c'est ce qui m'intéresse dans l'affaire. Bon. C'est vraiment un site intéressant. L'ensemble du fonds a été acheté par le gouvernement australien. Il est versé à l'Australian War Museum à Sydney, qui bien sympathiquement a rénové l'ensemble de ces plaques photographiques, les a numérisées en très très haute définition et les a restituées à ce qui est aujourd'hui le centre d'interprétation de Vignacourt, et qui donc en fait est un endroit où des chercheurs passent, où des familles passent, où des descendants passent, et où on retrouve de temps en temps les gens, et où parfois on fait des connexions, par exemple avec Naour, ou sur le cas du soldat Michoka par exemple, on a retrouvé sa signature et son matricule dans les muches de Naour, et on a fini par retrouver sa photo à Vignacourt. Vous imaginez? Et vous savez quoi? Il y a 2 semaines, les descendants de Michoka étaient à Naour et à Vignacourt, autant vous dire que le cœur bat encore très fort à cette idée. Il y a une analyse documentaire importante à mener, vous l'imaginez bien. C'est en cours pour le moment, c'est pas opérationnel. Cependant, on a Bouzincourt. Qui l'eût cru? Nous sommes sauvés par Bouzincourt. Bon. Bouzincourt, alors là pareil, je ne vais pas vous vendre mon émerveil, on n'a pas trouvé de graffiti JRT dans les muches de Bouzincourt. Cependant, il existe plein d'opportunités. L'opportunité, c'est déjà de se dire que ce site, il est exceptionnel parce que c'est l'un des 2 seuls sites qui fut avant tout une carrière médiévale d'extraction de craie, ensuite transformée en muche. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, du point de vue architectural, c'est une création qui est quand même finalement assez rare, assez valorisable, et c'est quelque chose d'intéressant à discuter. L'autre chose intéressante, c'est que sur toute la partie ouverte, et là, vous avez compris où vous allez en venir, on a tout photogrammétré. Donc aujourd'hui, on a potentiellement... Ah ouais, j'ai tellement de trucs à vous dire. On a potentiellement un site touristique qui aujourd'hui n'est pas ouvert au public, que l'on pourrait réouvrir, parce qu'en plus il est sécurisé dans le cadre d'un projet touristique. Je me dois d'avancer un peu. Vous dire également que Bouzincourt, c'est important, parce que c'est là où Tolkien a passé le plus de temps en cantonnement dans le cadre de son itinéraire militaire, et que, accessoirement, c'est l'endroit où il y apprend le décès de Gibson, et là où il voit Smith pour la dernière fois. Et donc ça donne finalement une dimension un peu dramaturgique à Bouzincourt qui lui coule. La bataille de Langres, je vais faire très très vite à la limite, j'ai envie de vous dire, reprenez ce merveilleux ouvrage, Regina Trench, la sucrerie de Colincan devenue cimetière militaire, magnifique occasion de parler finalement de la dimension mémorielle de la Première Guerre mondiale et du travail de la Commonwealth War Graves Commission sur le sujet, la tombe de Gilson au cimetière militaire de Bécourt, et ça quand même c'est important, on se dit l'un des 3 qui a donné ce souffle épique, qui a accompagné, qui a soutenu peut-être parfois Tolkien dans des moments de doute, et bien finalement il repose en terre samarienne, le centre d'interprétation de Chepval dont j'ai parlé très rapidement, et l'Oknagar Crater. Ça vous voyez, on a une mauvaise idée de la dimension, mais c'est l'un des 3 trous conséquents des conséquences des explosions du 1er juillet 1916. Doulan, très rapidement du coup, citadelle de Doulan pendant la Première Guerre mondiale, site médical. C'est un cimetière militaire, j'allais dire, non, il est à côté, le cimetière militaire. C'est un hôpital militaire, d'abord administré par les Français, puis par les Canadiens. Un endroit, en fait, on ne le sait pas, mais où on a commencé à inventer la chirurgie traumatique et la prise en charge neurologique et psychologique des dommages de guerre, y compris psychologiques.
C'est un site vraiment dans l'histoire médicale qui est vraiment capital. Et encore une fois, ça permet d'en parler tout simplement parce que Tolkien il a passé beaucoup de temps à Beauval. Tolkien est devenu officier à Beauval, c'est le village vraiment juste à côté. Le jour où il s'est fait porter pâle, le 28, il a été hospitalisé avant d'aller au Touquet. Et ça, souvent, c'est une petite étape que l'on oublie dans l'hôpital pour officier de Gézincourt, juste derrière. Pour le coup, c'est vraiment, ça touche pratiquement les murailles de la citadelle. Et bon sang de bonsoir, Vache Smith et Tawar-Lincourt, le village d'à côté. Et donc en fait, quand on regarde la fin de l'itinéraire du bonhomme, une structure culturelle qui est parfaitement à même d'accueillir et de valoriser du point de vue patrimonial et en termes de médiation culturelle ce sujet, et la fin du parcours du bonhomme, ça nous donne quand même quelques opportunités. Très rapidement, moi je me suis interrogé du fait sur la notion de trace finalement dans le parcours de Tolkien sur le front et dans la Somme en particulier. Peut-être qu'on ne trouvera pas de photos, certainement. Peut-être qu'on ne trouvera pas de graffiti, certainement. Maintenant, la trace de la Somme dans son œuvre, et je l'espère demain, la trace de son œuvre et de son passage dans la Somme est sans doute un trésor peut-être plus important qu'une signature. Mon épistémo, si on peut la considérer en tant que telle, je voulais changer rapidement. Mais en tout cas, la phrase peut-être importante, c'est rendre hommage à l'homme pour rendre hommage aux hommes et aux personnes et aux sites qui se sont mobilisés et qui ont été massacrés indépendamment des nationalités. J'ai fait une toute petite référence à Wilfrid Owen, dont dans le Cambrésis on a la maison forestière, qui est un site qui fait le lien entre l'histoire de la Grande Guerre, un épisode spécifique de la Grande Guerre et une œuvre littéraire et un auteur renommé. Et simplement vous dire que voilà, nous nous sommes mis au travail avec d'autres structures, avec Lignacourt, avec Naour, avec Somme Tourisme, qui est le porteur du sujet du tourisme de mémoire et de sa valorisation dans la Somme. Et donc je termine, et ça fait bien le lien avec la proposition et la communication d'après, par une petite cartographie qui nous fait dire quand même que dans la vallée de l'Ancre, qui correspond à peu près géographiquement à ça, eh bien on a largement les composants d'un itinéraire qui pourrait permettre, via finalement la grande aura de l'homme, de son œuvre, de valoriser auprès peut-être d'un nouveau public, auprès d'un public différent, pourquoi pas auprès d'un public aussi plus jeune, des sites historiques qui nécessitent de l'aide bien évidemment, dans le cadre du devoir de mémoire, mais pas que, dans le cadre de la symbolique qu'ils représentent, et finalement de leur actualité majeure qui fait que si on oublie son histoire, on se condamne à la revivre. Regardons un peu autour de nous, je pense que ce serait pas mal de parler de Tolkien dans la Somme, une petite biographie. Et du coup, j'ai envie de vous dire, pour nous, en tout cas, du point de vue professionnel et de la valorisation patrimoniale, l'aventure commence, mais vous entendre sur ces quelques propositions et quelques réflexions nous sera largement utile pour préciser un petit peu la démarche. Merci à vous.